Bon, la plus grande problématique qu'on rencontre, c'est souvent une vision erronée, falsifiée à cause d'une croyance qu'on a, souvent limitante, mais pas toujours. Quelquefois, c'est pas une croyance limitante, c'est une croyance tout court. J'ai abordé dans un autre live le fait d'établir ses prix en fonction de ses concurrents, par exemple. Voilà, c'est une croyance, alors un tantinet limitante, entre guillemets, mais établir ses prix en fonction de ses concurrents, c'est un petit peu, c'est croire qu'on doit s'adapter, définir ses tarifs en fonction de ses concurrents. Ce qui est une fausse croyance en fait, parce que potentiellement peut-être que vous comparez les torchons et les serviettes, c'est-à-dire que votre produit est bien spécifique, certes il est unique sur le principe, mais par rapport à vos concurrents, peut-être qu'il y a une spécificité, peut-être qu'il y a une particularité, peut-être qu'il y a une expertise différente de vos concurrents, et dans ce cas-là, vos concurrents ne sont pas vraiment vos concurrents directs. Du coup, avoir le même tarif que ses concurrents, ça n'a vraiment pas de sens. Voilà. Donc hier, je disais que voilà, établir ses tarifs en fonction de ses concurrents, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on a peut-être un produit qui est vraiment différent de ses concurrents. On n'est pas forcément rentré dans les détails, les particularités, la valeur même de son produit, enfin de sa marchandise ou de sa prestation. Et du coup, définir un tarif en fonction de ses concurrents, ça n'a aucun sens. Hein. C'est comparer ce qui n'est pas comparable. Du coup, il y a grosse erreur sur l'évaluation du prix. Et donc, croire qu'on doit établir son prix de vente en fonction de la concurrence, c'est une croyance qui ne fait pas avancer la machine, bien évidemment. Au contraire, ça vous tire vers le bas. Accessoirement, c'est un tantinet plus pernicieux parce que ça met aussi en lumière, et on ne le voit pas toujours quand on est concerné, ça met en lumière aussi le manque de confiance en soi, le manque de confiance en son produit. Donc ça met aussi en avant le côté je ne m'accorde pas assez de valeur. Et donc pour être sûr d'être dans les clous, dans les rangs, je établis mon prix en fonction de mes concurrents, alors que finalement vous avez un produit qui est nettement mieux que vos concurrents, vous apportez une valeur différente et peut-être même supérieure à vos concurrents, mais largement. Et du coup, en termes de tarifs, vous êtes équivalent à vos concurrents. Et c'est pas pour autant que vous leur piquez des clients. Alors ça aussi, c'est une croyance qui sert pas à grand-chose, bien évidemment, de croire qu'on va piquer des clients à ses concurrents parce que on a des tarifs identiques, voire même on a des tarifs plus bas. Mais là, on en revient à l'approche de la comptabilité analytique qui consiste à établir le coût d'achat et le coût de revient de votre prestation et qui fait que on s'aperçoit très vite que quand on a un coût d'achat et un coût de revient d'un certain montant, on ne peut pas vendre un produit en dessous de son prix, de son coût de revient, parce que d'abord ça n'a pas de sens, c'est vendre à perte. Et le but quand même de l'entrepreneuriat, c'est de faire de la marge et donc du bénéfice, et c'est surtout pas d'être le moins cher possible. Voilà, je pourrais très vite rebondir aussi sur le fait que le frein de l'argent en termes d'argument vis-à-vis d'un prospect, d'un client, enfin d'un futur client, le frein de l'argent, c'est pas le premier frein sur lequel vous devriez vous positionner. Donc le premier frein, c'est pas l'argent, le premier frein, c'est le temps. Il y en a 3 gros freins, c'est le temps, l'effort, l'argent. Quand on a fait sauter le frein du temps et le frein de l'effort, le frein de l'argent est à ce moment-là, mais normalement, il saute tout seul. Donc on a tendance à focaliser sur le prix de vente de nos produits. Et en fait, c'est là la grossière erreur, c'est qu'on oublie de prendre en considération l'approche prospect, client, et on s'aperçoit très vite qu'au final, c'est pas le frein à travailler, le frein de l'argent. Et on n'a pas la démarche de travailler sur la valeur apportée au client, enfin au prospect, à la cible, à l'audience, la valeur apportée, le temps écourté, soit pour le posséder, pour entrer en possession de la marchandise, soit pour avoir les résultats d'une prestation par exemple.
Et là, c'est la grossière erreur que font beaucoup. Alors, j'ai un exemple que je traîne entre guillemets depuis un moment, mais qui était tellement flagrant, qui était tellement fou. C'était l'histoire, enfin c'était l'histoire, c'était la situation d'un de mes clients qui travaillait avec son épouse, qui fabriquait des produits artisanaux, notamment des niches pour chiens. Ouais, ok. Et qui avait défini son prix de vente à 150 euros, en partant du principe que les grandes surfaces vendaient des niches à ce prix-là. Donc, ils voulaient concurrencer les grandes surfaces, alors qu'on n'est pas du tout sur la même approche. Et il estimait que ses concurrents vraiment directs, qui faisaient aussi de la niche artisanale, eux vendaient leur niche à 450, 500 euros. Ils estimaient que c'était beaucoup trop important comme prix de vente. Et comme ils voulaient vendre plus, ils ont décidé de mettre le prix de vente à 150 euros. Sauf que leur coût de revient, c'était 260 euros. Voilà, donc déjà, ils vendaient à perte largement, grassement. Et accessoirement, la qualité, la valeur de la fabrication, de la production de leur niche était amoindrie par ce prix un peu rase-moquette. Mais de toute façon, au final, même s'ils vendaient plus que leurs concurrents, il n'y avait pas de marge. Bien au contraire, ils étaient à perte. Donc, c'est là où on néglige souvent donc les coûts de revient, les coûts d'achat, enfin les coûts d'achat et les coûts de revient concernant les produits et prestations, j'insiste, parce que pour les prestations aussi, il y a des coûts d'achat et des coûts de revient. Ces calculs de coûts-là étaient négligés. Et quand on met le nez dedans, véritablement, et vraiment en mode comptable, entre guillemets, mais on s'aperçoit que le prix de vente qu'on a établi, il est pas bon du tout. Parce que soit on ne fait pas de marge du tout, voire à perte, soit on fait un peu de marge, mais une fois qu'on a enlevé les charges, les impôts, etc., ben, il ne reste plus rien. Voire encore on est en déficit. L'idée étant toujours de faire une marge conséquente, suffisante, importante, de façon à pouvoir avoir des bénéfices. Si on fait de la marge et qu'on n'a pas de bénéfice, on a une entreprise qui ne sert à rien. Le but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Et j'insiste bien, faire de l'argent. Ce n'est pas se créer un job où on gagne de l'argent avec un salaire. On est là pour faire de l'argent. Et ça nécessite de passer par de la vente de produits, de manière générale, marchandises ou prestations de services, qui, au final, génèrent un vrai bénéfice derrière, net, d'impôts, de charges, enfin voilà. Une fois qu'on a tout payé, qu'est-ce qui nous reste au final sur l'entreprise? Alors il y a une petite subtilité entre les bénéfices financiers et l'argent qu'on va voir sur son compte et les bénéfices en termes de montant, de chiffres qu'on va voir apparaître sur le bilan. Hein. Il y a quand même un peu de marge. Et l'idée, c'est d'être dans le positif dans les deux cas, que ce soit et sur le compte en banque et sur le bilan de l'activité de l'entreprise. Donc voilà, donc c'était un exemple parmi tant d'autres. Voilà, mais mettez en commentaire si vous rencontrez un problème en tant qu'entrepreneur ou dans votre business, un truc qui vous coince, un truc qui avance pas, une approche qui vous parle pas ou vous en voyez pas le sens, parce que ça aussi c'est quelque chose d'assez courant. Là pareil, je pourrais encore vous donner un exemple d'une entreprise qui a 15 ans de vie. L'entrepreneur en est encore à faire du public relation. Aucune communication sur le web, donc majoritairement les réseaux sociaux, pas de pub payante non plus, pas de flyers. Alors les flyers sont maintenant interdits et amendables, mais carte de visite c'est franchement devenu inutile, il y a beaucoup plus intelligent à faire. Mais pas de communication de manière tout court. Sauf que ce chef d'entreprise-là, il a eu une déception amoureuse, que on n'est que des êtres humains, que lorsque ça va pas, lorsqu'on a le moral dans les chaussettes, etc., c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile de travailler, et qui n'a pas fait de public relation pendant un certain laps de temps. Donc, plus de relations directes avec de potentiels prospects, qui pourraient donc arriver, déboucher à de la vente.
moins on en fait, moins on a de ventes. C'est mathématique. Donc forcément, on se retrouve avec une activité dont le chiffre d'affaires est en dents de scie, dont l'équilibre global de l'entreprise est mis en danger. Ça veut dire aussi la mise en danger des salariés, hein, des emplois qu'on peut apporter à la société. Donc aussi des emplois accessoirement dont on a besoin dans son entreprise, bien évidemment. Mais ça fragilise énormément la structure. Alors, très sincèrement, fragiliser, c'est peut-être encore un terme pas suffisamment fort, parce que ça fragilise si c'est que temporaire, cette démarche comme ça d'arrêter de faire du public relation. Pour autant, ça peut clairement faire mettre la clé sous la porte dès l'instant où, où la période de non-prospection, entre guillemets, s'arrête, ne s'effectue pas. Donc c'est un travail récurrent, constant, si on est dans l'approche du public relation. Voilà. Mais c'est beaucoup de temps passé, pas grand-chose. Il ne faut pas dire ça parce que ça, pour certaines activités, ça encore, entre guillemets, ça peut avoir un certain sens. Mais peu importe le montant du produit, rien ne vaut le fait d'avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété, une certaine présence, de façon à se faire connaître. Alors, ne me dites pas que quand on vend un produit à 300 000 €, on ne peut pas trouver de clients sur le web. Je suis désolée, on peut trouver des clients en vendant un produit à 300 000 €. Il ne faut quand même pas oublier que votre client à la base, donc c'est un homme ou une femme, peu importe, et c'est quand même une personne qui utilise Internet, et elle utilise aussi accessoirement les réseaux sociaux. Donc potentiellement, on peut trouver un client, une cliente, des clients de manière générale, même si on vend un produit à 300 000 €. Donc la communication, la visibilité, la notoriété sont partie intégrante d'une démarche importante pour l'entreprise. Accessoirement, c'est aussi avec cette stratégie-là, dans l'objectif, de faire venir les clients à soi et pas d'aller les chercher et pas de leur courir après. Cette stratégie-là, elle consiste toujours à être sur une démarche d'optimiser son temps, d'optimiser ses stratégies de vente pour pas en faire le moins possible, hein, c'est pas l'idée, mais surtout d'être le plus efficace pour vendre davantage. Alors après, oui, bien sûr, si on vend plus, on a peut-être besoin de plus de personnel, mais c'est aussi ça, être un chef d'entreprise, c'est avoir cette approche aussi d'être proactif pour anticiper dans tous les domaines, hein, anticiper la suite, les problèmes, les bonnes nouvelles aussi accessoirement, les actions qu'il y aurait à faire si effectivement on augmentait les ventes, de quoi on aurait besoin, alors au niveau financier, au niveau humain, au niveau matériel, au niveau outillage, que sais-je, suivant l'activité, pour savoir si effectivement on serait capable d'absorber cette augmentation de chiffre d'affaires pour pouvoir faire perdurer l'entreprise, développer l'entreprise.